Bonjour à toutes et tous, bienvenue. J'espère que les cosmologistes, astrophysiciens et tout ça sont meilleurs techniques que nous ce soir, parce que ce n'est pas terrible, mais voilà, on est dans les temps, avec les 5 minutes vaudoises, donc c'est parfait. Moi, je passe très vite la parole à Yves Robin qui vous présentera très, voilà, dans les normes. Camille Beauvin, notre conseiller de ce soir, je suis très heureux d'accueillir. Merci beaucoup. Yves. Bonsoir à tous. Merci évidemment de votre présence. Nous avons été l'honneur de recevoir la professeure Camille Bombard, qui est professeure au département de physique théorique de l'Université de Genève. Camille Bombard est originaire du Valais. C'est pas étonnant pour une cosmologiste, pour quelqu'un qui regarde le ciel, parce que vous le savez tous, le Valais, c'est là où la terre finit et le ciel commence. Camille vient d'un petit village, Chermignon au-dessus, pour ne pas confondre avec Chermignon au-dessous, évidemment, pour ceux qui connaissent. Et, et pour les vrais connaisseurs, je pense qu'elle est ni des blancs ni des jaunes. Voilà. OK. Camille a fait son gymnase, collège, comme on l'appelle, le gymnase de Sion. Elle a fait ensuite ses études à l'Université de Genève. Elle a obtenu une à l'EPFL, oui, excuse-moi, à l'EPFL. Après, elle a été faire sa thèse à l'Université de Genève en cosmologie, sous la direction du professeur Aude Durer. Elle a travaillé en fait sur des problèmes d'expansion, d'accélération de l'univers, essayer de mieux comprendre l'accélération en étudiant les fluctuations de luminosité des supernovas, des étoiles en explosion très long terme. Elle a aussi essayé de comprendre cette accélération via des modèles d'énergie noire ou de modification de la théorie de la relativité d'Einstein. Euh, Ayant obtenu son doctorat en 2008, elle est partie faire un postdoc d'abord à Paris, au Centre d'énergie atomique, au CEA. Et puis elle a passé quelques années ensuite à l'Université de Cambridge, au DAM, au département de, alors en anglais c'est Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, pour les connaisseurs, là où Stephen Hawking travaille. Et puis en 2016, elle est de retour en Suisse, où elle a obtenu d'abord un poste de professeur assistant, financé par le Fonds national de la recherche scientifique suisse. Et en 2020, elle a obtenu un poste de professeur associé, toujours à l'Université de Genève. Camille est l'auteur d'un nombre important de publications, fait aussi partie de nombreux conseils scientifiques et de différentes missions spatiales. Le CLIP, bien sûr, dont je pense qu'elle va nous parler aujourd'hui, de l'ISA, qui est une future mission sur le côté des ondes gravitationnelles, et puis d'un autre projet plus terre à terre, ESPA, Square Kilometer Array, qui arrive gentiment dans la Suisse, un acteur, c'est important. Son domaine de prédilection, c'est bien sûr la cosmologie, mais plus précisément, c'est d'essayer de développer des tests de la relativité générale d'Einstein, de voir si elle est vraiment valide à des échelles très très grandes, comme l'échelle cosmique. Et je pense que c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc, merci encore pour ta présence. Je te laisse la parole. Merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, j'avais en fait envie de vous parler d'un des tout grands problèmes de la cosmologie actuelle qui nous garde, nous, cosmologistes, réveillés la nuit, qui est d'essayer de comprendre pourquoi l'expansion de notre univers s'accélère. En fait, c'est un phénomène qui a été observé pour la première fois il y a à peu près 25 ans, en 1998, et qui était tellement étrange, qui a tellement bouleversé notre compréhension du cosmos que la première réaction de la communauté scientifique, c'était de douter de la validité de ces résultats. Donc, les deux équipes qui avaient fait l'observation de l'expansion accélérée se sont repenchées sur le résultat en se disant il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on observe. Ils ont testé tout, ils ont testé les hypothèses théoriques qu'il y avait derrière les résultats, ils ont testé aussi bien sûr les mesures, les sources qu'ils avaient utilisées, et ils n'ont rien trouvé qui cloche. Et donc aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est convaincu que cette expansion accélérée de l'univers, c'est un phénomène qui est bel et bien réel. On a tout un tas d'autres observations différentes des observations de 1998 qui ont montré exactement la même chose. Et en fait, en 2011, il y a même eu le prix Nobel de physique qui a été décerné aux deux équipes
qui ont observé cette expansion accélérée de l'univers. Donc, on est convaincu que c'est quelque chose qui est réel, mais pourtant, on ne sait pas encore quel est le mécanisme qui est responsable de cette expansion accélérée. Donc, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est tout d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que observer une expansion accélérée de l'univers, c'est tellement étrange. Pourquoi est-ce que ça a bouleversé notre compréhension de l'univers. Et puis ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu des théories qui peuvent expliquer cette observation. Parce que quand je vous ai dit qu'on ne savait pas quel était le mécanisme responsable de l'expansion accélérée, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'idées, c'est plutôt parce qu'on a trop d'idées. En fait, depuis 1998, il y a un foisonnement de théories, de modèles qui ont été inventés par les cosmologistes, par les scientifiques, et qui sont capables d'expliquer cette expansion accélérée. Et donc, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, parmi toutes ces théories, parmi tous ces modèles, est-ce qu'il y en a un qui est correct? Et si oui, lequel d'entre eux? Et vous allez voir que ce n'est pas une question anodine, parce qu'en fait, comprendre quel est le mécanisme qui est responsable de l'expansion accélérée, c'est aussi comprendre une des lois les plus fondamentales de notre univers, qui est la théorie de la gravitation. Les deux sont, comme on va le voir, intimement liés. Et donc, dans la dernière partie de cette conférence, j'aimerais vous parler d'un test qu'on a développé avec mon groupe à l'Université de Genève qui nous permet de tester la gravitation aux plus grandes échelles, aux échelles cosmologiques, aux confins de l'univers. Donc, si on veut essayer de comprendre pourquoi l'expansion accélérée, c'est quelque chose d'extrêmement étrange, ça vaut la peine de revenir un petit peu en arrière et puis de regarder comment les astronomes, les scientifiques percevaient l'univers il y a à peu près une centaine d'années. Il y a une centaine d'années, on avait observé tout un tas de choses dans le ciel. Ça fait longtemps que l'humain regarde le ciel. Et donc, on avait déjà détecté tout un tas d'objets, tout un tas de choses. On avait observé des étoiles, on avait observé des nébuleuses. On connaissait le ciel assez bien. Mais par contre, on avait très peu d'idées sur la structure de l'univers dans son ensemble. En fait, il y avait un grand débat il y a une centaine d'années pour savoir si notre univers était constitué seulement de notre galaxie. Notre galaxie était l'ensemble de l'univers, ou s'il y avait au-delà de notre galaxie peut-être d'autres galaxies. Donc, vous voyez, on ne savait pas grand-chose sur la structure de l'univers. Et puis surtout, il y a une centaine d'années, on pensait que l'univers était statique. On avait bien sûr vu à l'intérieur de l'univers des sources qui évoluent au cours du temps. On avait vu des étoiles qui soudain apparaissent, puis disparaissent. Donc on savait que les objets clairement évoluaient dans l'univers. Mais l'univers lui-même, il n'avait pas d'histoire. Il était juste là, il existait, il avait existé depuis toujours, il existerait pour toujours. C'était juste un cadre utilisé pour décrire les choses qu'il y avait à l'intérieur. Et tout ça, ça a changé avec la relativité générale d'Einstein en 1915. Donc Einstein a construit la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, et il l'a appliquée à notre univers. Et donc tout à coup, on avait une théorie qui nous permettait de décrire l'évolution de l'univers. Et ça a vraiment signé le début de la cosmologie moderne. Tout à coup, notre univers est devenu quelque chose de dynamique qui avait une histoire. Et là, il y a eu la première surprise parce que, en fait, quand De Sitter, Einstein et Friedman, de manière indépendante, ont appliqué la théorie de la relativité générale à notre univers, ce que les équations d'Einstein ont prédit, c'est que l'univers n'est pas statique. Donc, il est soit en train de s'agrandir, soit en train de se contracter au cours du temps. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire un univers qui s'agrandit? Parce que si l'univers constitue tout ce qui existe, dans quoi est-ce qu'il peut bien grandir? On ne peut pas avoir un contenant dans lequel l'univers est contenu. En fait, la manière correcte de se représenter un univers qui est en train de s'agrandir, c'est de se dire qu'il y a création d'espace à l'intérieur de l'univers. Donc, à l'intérieur de l'univers, quand l'univers grandit, il y a de plus en plus d'espace qui se crée. Donc, l'univers n'est pas dans quelque chose, il est réellement tout ce qui existe, et il y a de l'espace qui peut se créer au cours de l'univers. Et la conséquence immédiate d'un univers qui s'agrandit, de cette création d'espace, c'est que tous les points qu'on a dans l'univers vont s'éloigner les uns des autres quand l'espace est créé à l'intérieur de l'univers. Donc Einstein, lui, il n'a pas du tout aimé la conséquence de ces équations. Il trouvait qu'un univers qui n'était pas statique, un univers qui était en évolution, était moins parfait qu'un univers statique. Et donc, il s'est penché sur ces équations et puis il a vu qu'il pouvait, sans changer la structure de ces équations,
rajouter une constante cosmologique, une constante à ces équations qu'il a appelée la constante cosmologique. Et il a vu que s'il choisissait bien les conditions initiales dans son univers, qu'il choisissait très précisément la valeur de cette constante cosmologique, il pouvait avoir un univers qui était statique. Alors, la solution qu'il a trouvée, elle était en fait pas stable, ce qui est un peu étonnant de la part d'un physicien comme Einstein, probablement qu'il savait que sa solution n'était pas stable. Donc, pas stable, ça veut dire que si on perturbe un tout petit peu la solution qu'on a, on rajoute un tout petit peu de matière dans l'univers, on enlève un tout petit peu, on revient à un univers qui est en évolution. Mais quand même, il était content, il s'est dit, bon, il y a une solution qui marche, parfait, mes équations me donnent ce que j'ai envie de voir. Mais en fait, il a assez vite déchanté parce que quelques années plus tard, en 1927-29, Lemaitre et Hubble ont observé que notre univers est bel et bien en expansion, qu'il est bel et bien en train de s'agrandir. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont regardé des galaxies autour de nous et ils ont mesuré la distance à laquelle ces galaxies se trouvent par rapport à nous et puis la vitesse à laquelle elles bougent par rapport à nous. Et ils ont trouvé que toutes les galaxies s'éloignent de nous et aussi qu'elles ne s'éloignent pas de manière aléatoire. En fait, les galaxies qui sont plus loin s'éloignent systématiquement plus vite de nous que les galaxies qui sont plus proches. Et à cause de ça, ils ont conclu que notre univers est en expansion. Parce que ça, c'est quelque chose de complètement naturel dans un univers en expansion. Plus une galaxie est loin, plus il y a d'espace entre nous et la galaxie. Donc, quand l'univers grandit, plus cette création d'espace va être. Donc, je vois que j'en ai perdu quelques-uns dans mes explications. Laissez-moi reprendre les choses un tout petit peu plus calmement. Donc, supposons qu'on a une galaxie à une certaine distance de la Terre. Elle se trouve à un temps que j'appelle T1 à une distance de 1 mégaparsec. 1 mégaparsec, c'est une unité de distance qu'on utilise en cosmologie qui correspond à 30 milliards de kilomètres. Ça vous montre déjà à quel point les unités, les grandeurs sont impressionnantes en cosmologie. Donc, à un temps T1, on a une galaxie de 1 mégaparsec. L'univers s'agrandit dans un moment dans le futur que j'appelle temps T2. La taille de l'univers aura doublé, donc notre galaxie va se trouver à 2 mégaparsec. Prenons ensuite une autre galaxie, une galaxie qui est plus loin de nous, donc qui au temps T1 se trouve à 3 mégaparsecs de nous. Entre T1 et T2, les distances doublent, donc cette galaxie se trouve au temps T2 à 6 mégaparsecs. Donc vous voyez que dans le même intervalle de temps, T2 moins T1, la première galaxie s'est éloignée d'1 mégaparsec, la deuxième galaxie s'est éloignée de 3 mégaparsecs. Donc la galaxie qui est 3 fois plus lointaine s'éloigne 3 fois plus vite de nous que la galaxie qui est plus proche. Et donc, comme c'est ça qui a été observé, ça a complètement convaincu la communauté que c'était bien notre univers qui s'agrandissait et non pas ces galaxies qui, pour une raison mystérieuse, bougeraient par rapport à nous. Parce que dans ce deuxième cas, on n'a aucune loi qui nous permet d'expliquer pourquoi une galaxie plus lointaine s'éloigne systématiquement plus vite qu'une galaxie plus proche. Donc Einstein a été convaincu, il a abandonné sa constante cosmologique, il a appelé ça la plus grande erreur de sa vie, et puis il s'est dit, OK, l'univers est en train de s'agrandir. Donc maintenant qu'on a établi que l'univers s'agrandit, la question qu'on se pose assez légitimement, c'est à quelle vitesse est-ce qu'elle s'agrandit? Et ça, on peut y répondre avec les mesures de Hubble et de Lemaitre. Donc là, je vous montre le graphe qui a été fait par Hubble en 1929. Donc la Terre se trouve ici. Sur l'axe horizontal, on reporte la distance à laquelle les objets se trouvent, les galaxies se trouvent, et sur l'axe vertical, la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous. Et donc là, vous voyez, chacun des points noirs, c'est une mesure qui a été faite, un objet pour lequel on a mesuré vitesse et distance. Et on voit ce que je vous disais, si on va vers la droite, sur le graphe, on est plus loin, et automatiquement, on a des objets qui sont aussi plus hauts, donc qui bougent à une vitesse plus grande par rapport à la Terre. Et donc, à partir de ce graphe, on voit en fait que les objets s'alignent sur une droite, et si on veut connaître le taux d'expansion de l'univers, la vitesse à laquelle il s'agrandit, ben, c'est simplement donné par la pente de cette droite. Donc, si on avait une droite qui était plus pentue, systématiquement, à une distance donnée, tous les objets bougeraient plus vite, donc on aurait un taux d'expansion plus grand. Si on a une droite moins pentue, on a un taux d'expansion qui est plus petit. Maintenant, si vous regardez cette droite, vous vous dites peut-être que Hubble il avait beaucoup d'imagination pour dire que tous ces points noirs se situent exactement le long de cette droite. On a clairement une tendance, hein, plus on est à droite, plus on est en haut, ça on le voit très bien, mais on a quand même beaucoup de fluctuations par rapport à cette droite. Mais en fait, Hubble avait vu juste, il y a bien une relation linéaire entre les deux,
Et pour vous convaincre, je vous montre ces résultats qui ont été faits en 2001, donc bien après Hubble, où on a à nouveau sur l'axe horizontal la distance, sur l'axe vertical la vitesse, et puis chacun de ces objets représente en fait une mesure qui a été faite pour laquelle on a pu mesurer distance et vitesse. Et donc là, on voit quand même très bien que tous ces objets se situent le long de cette droite. Les fluctuations sont beaucoup plus petites, tout simplement parce qu'on a des meilleures mesures de distance et des meilleures mesures de vitesse. Et si on veut se ramener aux mesures de Hubble, en fait, Hubble, toutes les mesures qu'il a faites se situent dans ce petit rectangle rose en bas à gauche. Donc, sans surprise, en 2001, on a des télescopes beaucoup plus précis, on peut voir beaucoup plus loin et on peut observer les choses de manière beaucoup plus précise. Et donc, à partir de cette pente, eh ben, on peut trouver le taux d'expansion de l'univers qui est de 72 km par seconde par mégaparsec. Donc, ça veut juste dire qu'une galaxie qui est située à 1 mégaparsec de nous s'éloigne de nous à une vitesse de 72 km par seconde. Une galaxie qui a 2 mégaparsecs de nous va s'éloigner à 2 fois cette vitesse, donc 144 km par seconde, etc. Donc, on est content, on a trouvé le taux d'expansion de l'univers, on a un peu envie de se dire, et alors, est-ce qu'on a réellement appris quelque chose sur notre univers en mesurant cette pente de la Terre? En fait, la question qu'on se pose assez logiquement, c'est, OK, aujourd'hui l'univers s'agrandit à cette vitesse, mais comment c'était avant? Est-ce que notre univers s'agrandissait aussi à la même vitesse dans le passé, plus vite, moins vite? Et en fait, en cosmologie, on a de la chance parce qu'on a des machines à remonter le temps qui nous permettent de répondre à ce genre de questions. Et ce que j'appelle une machine à remonter le temps, c'est tout simplement un télescope. Parce qu'en fait, si on regarde des objets qui sont loin de nous, automatiquement, on remonte dans le passé de notre univers. Si on regarde par exemple une galaxie, la lumière émise par cette galaxie va mettre du temps à nous parvenir. Elle voyage extrêmement vite, à la vitesse de la lumière, mais ce n'est pas une vitesse qui est infinie. Donc, elle met du temps à nous parvenir, ce qui veut dire que quand on reçoit la lumière aujourd'hui, qu'on fait la photo de cette galaxie aujourd'hui, on ne voit pas la galaxie comme elle est maintenant, mais on la voit comme elle était dans le passé, au moment où elle a émis sa lumière. Et on peut remonter vraiment très loin dans le passé. Si je prends ici une galaxie à 800 mégaparsecs de nous, quelque chose qu'on observe facilement avec les télescopes qu'on a aujourd'hui, la lumière met quand même 3 milliards d'années pour nous parvenir. Donc, on remonte 3 milliards d'années dans le passé en regardant ces photos de galaxies. Et pour vous faire un petit peu rêver, avec le télescope James Webb, maintenant, on est capable de voir des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 13,5 milliards d'années. Donc, on remonte vraiment très, très loin dans l'histoire de l'univers, presque jusqu'à ses débuts, puisque notre univers est là entre 13,7 et 13,8 milliards d'années aujourd'hui. Donc, avec ça, on voit qu'on peut faire la mesure suivante. Au lieu de mesurer juste les vitesses et les distances pour des objets qui sont proches de nous, comme Hubble et Lemaitre l'ont fait, on peut en fait faire un zoom et on peut regarder des objets qui sont situés à, par exemple, 5 milliards d'années de nous ou 10 milliards d'années de nous. On peut faire cette mesure dans ces couches d'univers, donc on peut découper l'univers en cercles concentriques autour de nous, faire les mesures dans chacune de ces couches et en fait mesurer le taux d'expansion au cours de l'évolution de l'univers. Et là, ça commence à devenir vraiment très intéressant parce qu'avec ça, on peut tester une des prédictions de la relativité générale qui nous dit que le taux d'expansion de l'univers doit ralentir au cours du temps. Donc l'univers doit s'agrandir plus vite dans le passé qu'il le fait aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à comprendre intuitivement. C'est simplement lié au fait qu'il y a de la matière dans l'univers. Cette matière est attractive et donc elle a tendance à freiner l'expansion de l'univers. C'est un peu comme si je lance une pomme en l'air. La pomme s'éloigne de moi, bien sûr, mais elle s'éloigne de plus en plus lentement parce qu'elle est attirée par la masse de la Terre. Eh bien, exactement la même chose doit se passer pour notre univers. Il s'agrandit, mais il devrait s'agrandir de plus en plus lentement à cause de la matière qu'il y a à l'intérieur de l'univers. Et en fait, la pomme, à un moment, elle atteint un maximum, puis ensuite elle retombe sur Terre. Pour l'univers, dans certains scénarios, en fonction de la courbure de l'univers qu'on a, on peut aussi avoir un univers qui s'agrandit, atteint un maximum et se recontracte sur lui-même. C'est une des solutions possibles des équations d'Einstein. Ou alors, on peut avoir un univers qui s'agrandit de plus en plus lentement pour finalement atteindre zéro à l'infini. Donc, en 1998, deux groupes d'astrophysiciens se sont dit, bien, testons cette prédiction
d'Einstein. Regardons comment l'univers s'agrandit au cours du temps. Ça va nous permettre de savoir quelle est la masse de l'univers. Et puis, ça va aussi nous permettre de savoir si l'univers va s'agrandir toujours ou si on va finir dans ce Big Crunch, si on aura dans le futur une recontraction de notre univers. Et donc, la méthode, elle est assez simple. Il suffit de mesurer la vitesse et la distance d'objets qui sont très longs. Donc, mesurer les vitesses en cosmologie, c'est quelque chose qui est relativement facile. On regarde simplement le spectre des galaxies, donc la couleur de la lumière qu'on reçoit. Et à partir de ça, on peut mesurer assez précisément la vitesse avec laquelle les objets s'éloignent. Par contre, la chose qui est extrêmement difficile de mesurer, c'est la distance de ces sources. On ne peut clairement pas prendre une règle et regarder à quelle distance les objets se trouvent. Et on doit aussi prendre en compte que notre univers est en train de s'agrandir. Donc, on doit définir les distances d'une manière qui est mesurée. Et donc, l'idée de ces deux astrophysiciens, c'est d'utiliser un type d'objet bien particulier, qui sont ce qu'on appelle des supernovae, qui sont des étoiles en fait en train d'exploser. Donc, c'est une étoile, une supernova, c'est une étoile qui a brûlé tout ce qu'elle avait à l'intérieur, qui s'est mise à se contracter sur elle-même sur l'effet de la gravitation. Et puis, à un moment, comme les températures deviennent extrêmes, l'étoile explose et elle émet une quantité phénoménale d'énergie. En explosant, elle émet autant d'énergie qu'une galaxie tout entière. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on peut voir ces supernovae extrêmement loin. Normalement, observer des étoiles lointaines, c'est compliqué parce elles brillent très faiblement. Mais là, comme elles émettent autant de lumière qu'une galaxie, on peut les voir extrêmement loin. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut remonter très loin dans le passé de l'univers. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une classe de supernovae, pas toutes les supernovae, mais une classe de supernovae qui a la propriété d'émettre tout le temps la même quantité d'énergie en explosant. Et ça, c'est la propriété qui nous permet de mesurer leur distance. Donc, pour comprendre comment ça marche, imaginez que vous êtes dans une salle complètement noire, et puis on allume des ampoules un petit peu partout autour de vous. Et on vous dit, trouvez la distance à laquelle ces ampoules se trouvent par rapport. Si c'est la seule information qu'on vous donne, en fait, vous êtes incapable de faire cet exercice. Parce que si vous voyez, par exemple, une ampoule peu lumineuse, ça peut être une ampoule qui brille très faiblement et qui est proche de vous. Mais ça peut aussi être une ampoule extrêmement brillante, mais qui est très loin de vous. Du coup, vous voyez seulement une ampoule peu lumineuse. Vous n'avez aucune manière de faire la différence entre ces deux cas de figure. Par contre, si je vous dis toutes ces ampoules brillent à 60 watts, donc elles brillent avec la même intensité, alors là, ça devient trivial. Vous classez simplement les ampoules par leur brillance et vous avez la plus brillante qui est plus proche de vous, la moins brillante qui est plus loin. Et donc, ces supernovae, ce type de supernovae, c'est comme des ampoules à 60 watts qui sont distribuées un petit peu partout dans l'univers. Et en fait, on ne les appelle pas des ampoules, mais on les appelle des chandelles standards. Donc, on sait la quantité d'énergie qu'elles émettent. Elles émettent toujours plus ou moins la même quantité d'énergie. On regarde la quantité d'énergie qu'on reçoit et de là, on déduit la distance à laquelle elles se trouvent par rapport. Et donc, en 1998, ces deux groupes d'astrophysiciens menés par Saul Perlmutter et Adam Riess ont mesuré les vitesses et les distances d'une quarantaine de supernovae de manière indépendante. Et ils ont reconstruit le taux d'expansion de l'univers en allant dans le passé. Et là, ils ont trouvé exactement le contraire de à quoi on s'attendait. Ils ont trouvé que la vitesse d'expansion s'agrandit au cours du temps. Elle était plus petite dans le passé que ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, pour être plus précis, ce qu'on sait maintenant, c'est que durant les 8 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, à peu près, tout se passe comme prédit par la théorie de la relativité générale. Le taux d'expansion de l'univers décélère, l'univers s'agrandit de plus en plus lentement. Et puis, autour de 8 milliards d'années, quelque chose se passe et la tendance s'inverse. Et on a une expansion accélérée de l'univers. Donc, si je reviens à mon exemple de la pomme, c'est comme si je la lance en l'air. Au début, elle ralentit en s'éloignant de moi, comme je m'y attends. Puis après, quand elle atteint une certaine hauteur, quelque chose se passe et puis elle se met à s'accélérer loin de moi, comme si elle avait un moteur. Et donc, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel est le moteur de l'univers? Qu'est-ce qui fait qu'autour de 8 milliards d'années à peu près, tout à coup, l'expansion de notre univers se met à s'accélérer? Alors en fait, les cosmologistes, les théoriciens ont inventé tout un tas de modèles pour expliquer cette expansion accélérée de l'univers, avec des noms assez sympas comme quintessence, Fab4,
d'IGP, de la constante cosmologique aussi. Et tous ces modèles sont capables d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers. En fait, ça, c'est seulement un sous-ensemble de tous les modèles possibles qui ont été inventés depuis 1990. Et si on regarde ces théories, on peut les classifier en deux groupes. Donc, il y a ici, en rouge, les théories qui expliquent l'expansion accélérée de l'univers en rajoutant dans notre univers une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie sombre. Et puis ici, en bleu, on a les théories qui ne rajoutent pas d'énergie sombre, mais qui changent les lois de la gravitation pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Donc, laissez-moi passer un petit peu de temps à expliquer la différence entre ces deux paramètres. Donc, l'énergie sombre, on rajoute dans l'univers une nouvelle composante, une nouvelle énergie, et cette énergie, elle doit avoir la propriété de faire s'accélérer l'expansion de l'univers. Et en fait, on se rend compte assez vite que pour que ça marche, cette énergie, elle doit avoir des propriétés vraiment étranges. Il faut qu'elle ne se dilue pas quand l'univers s'agrandit, ce qui est complètement différent de la matière ordinaire. La matière ordinaire, elle, clairement, elle se dilue. Si je prends un petit volume d'univers, je mets 3 pommes dedans. Quand mon univers s'agrandit, le volume grandit, mais j'ai toujours 3 pommes dans ce volume qui est plus. Quand l'univers grandit, je ne crée pas de nouvelles pommes. Donc, la quantité de pommes par unité de volume va décroître au cours du temps. Pour l'énergie sombre, pour qu'elle puisse expliquer l'expansion accélérée de l'univers, il faut en fait que la quantité d'énergie sombre croisse avec l'expansion de l'univers, de manière à ce que la densité d'énergie sombre reste constante au cours du temps. Et si on a ça, automatiquement, on a une expansion accélérée parce que l'énergie sombre, qui est là comme n'importe quelle autre matière qu'on a dans l'univers, va faire s'agrandir l'univers. Mais ce qui va se passer pour l'énergie sombre, c'est que quand l'univers grandit, ben on a plus d'énergie sombre. Et du coup, ça va faire grandir l'univers plus vite, ce qui du coup nous mène encore à plus d'énergie sombre, qui mène à un taux d'accroissement plus grand. Donc vous voyez qu'on a avec ça une expansion accélérée de l'univers. Et donc ça nous dit que cette énergie sombre, ça doit être complètement différent de tout ce qu'on connaît, de toutes les particules, de toute la radiation qu'on connaît dans l'univers, ça doit être quelque chose de complètement différent. Alors on peut se poser la question, combien on a besoin d'énergie sombre pour expliquer nos observations? Et là, on se rend compte qu'on a besoin d'une quantité phénoménale d'énergie sombre. Il faut que 70% du contenu de l'univers soit sous cette forme d'énergie sombre qu'on n'a jamais vue, qu'on ne connaît pas, et qui est là seulement pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Donc là, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi cette observation a bouleversé le monde de la cosmologie. Je ne suis pas en train de vous dire, ah, on rajoute un tout petit peu d'une énergie un petit peu bizarre là dans un coin de l'univers et puis c'est bon, ça colle. Non, c'est vraiment la majorité du contenu de l'univers qui est sous une forme complètement inconnue. Et cette énergie sombre, elle doit être absolument partout parce qu'en fait, cette expansion accélérée, on l'observe dans toutes les directions. Donc, il faut qu'on ait de l'énergie sombre partout qui remplit l'univers. Alors, il y a tout un tas de modèles d'énergie sombre, comme je vous l'ai dit, qui ont été proposés. Ironiquement, la plus simple, celle qu'on utilise aujourd'hui le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique d'Einstein. Donc, on l'a ramenée. Et puis, si on ajuste bien la valeur de cette constante, on peut avoir un univers qui passe de décélération à accélération à peu près 8 milliards d'années après le début de l'univers. Donc ça marche, ça colle avec la majorité des observations qu'on a. On commence maintenant gentiment à voir certaines observations qui ne collent plus avec ce modèle de la constante cosmologique. Donc peut-être que c'est une indication que ce n'est pas la bonne solution. Mais de toute façon, c'est quand même quelque chose qui, théoriquement, n'est pas très satisfaisant. Parce que oui, on peut rajouter une constante dans les équations, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est juste une constante. Et puis deux, il faut ajuster très précisément la valeur de cette constante. Il faut en fait que par rapport à la quantité d'énergie qu'on a au début de l'univers, elle soit extrêmement petite pour rester sous-dominante durant 1000 milliards d'années. Et puis après, comme elle est constante et que le reste décroît, on a cette transition où elle devient importante 8 milliards d'années après le début de l'univers. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on observe de l'énergie sombre aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est cette constante cosmologique? Donc, ce n'est pas vraiment un modèle qui satisfait les théoriciens. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais peut-être que c'est la solution, peut-être que c'est la réponse, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas hyper satisfaisant.
Et donc, on a aussi tout un tas d'autres modèles qui ont été proposés où là, on n'a pas simplement une constante, mais on a un nouveau champ, un nouvel élément dans notre univers qui est dynamique, qui se comporte de manière dynamique. On écrit des lois pour expliquer comment cette énergie se comporte. Et puis, on a des critères pour que ça colle avec les observations. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas laquelle de ces solutions est correcte, si l'une est. Donc ça, c'est pour l'énergie. Maintenant, on peut se dire, ah, mais quand même, cette énergie sombre, elle est quand même bizarre. 70% d'énergie sombre, on ne l'a jamais vue, elle est là juste pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Peut-être que ce n'est pas ça la solution. Peut-être qu'en fait, la solution, c'est qu'on n'a pas la bonne théorie de la gravitation. La théorie d'Einstein nous dit l'expansion de l'univers doit décélérer, mais peut-être que ce n'est pas la bonne théorie, et peut-être qu'il y a des autres lois de la gravitation qui prédisent une expansion accélérée sans qu'on doive rajouter une nouvelle forme d'énergie dans notre univers. Et donc, les scientifiques ont essayé de modifier les lois de la gravitation pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers sans avoir besoin de rajouter de l'énergie. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, mais bon, la théorie de la relativité générale, ça fait quand même 100 ans qu'on la teste, elle a passé absolument tous les tests qu'on a. Est-ce qu'on a réellement le droit de modifier une théorie comme ça? Ce que je vous réponds, c'est vrai, on a vraiment bien testé la théorie de la relativité générale, mais on l'a testée à des échelles qui sont petites, à des petites distances par rapport à la taille de l'univers. Donc, elle marche très bien à petite distance, mais peut-être qu'à grande distance, c'est plus la bonne théorie. Peut-être que c'est juste une théorie effective qui marche dans un certain domaine, qui se comporte bien dans un certain domaine, mais que la vraie théorie de la gravitation, c'est une autre théorie. Et donc, le jeu des théoriciens, c'est d'inventer des nouvelles théories de la gravitation avec des lois complètement différentes de la relativité générale à grande échelle, aux échelles cosmologiques, pour pouvoir expliquer cette expansion accélérée de l'univers, mais où on retrouve le comportement de la relativité générale à petite distance dans le système solaire, là où on a très bien testé la relativité générale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, d'avoir en fait ces deux régimes qui collent l'un avec l'autre. C'est vraiment pas facile. Modifier les lois de la gravitation, c'est facile. On rajoute un nouvel élément et puis il se couple d'une certaine manière avec la matière et ça marche. Mais après, retrouver les lois de la gravitation telles que celles de la relativité générale dans le système solaire, c'est compliqué. Mais les théoriciens sont ingénieux, donc ils ont réussi à faire ça. Et ils ont inventé tout un tas de théories qui marchent, qui sont en accord avec les tests de la relativité générale dans le système solaire et qui expliquent les phénomènes de l'univers. Donc, j'espère que je vous ai convaincu avec ça que cette expansion accélérée remet vraiment en question les fondements de notre univers. À cause de cette observation, on ne sait plus quelle est la théorie de la gravitation à grande échelle et on n'est pas sûr s'il y a 70% ou non d'énergie sombre dans notre univers. Et donc, le rôle des cosmologistes aujourd'hui, c'est en fait de tester ces différents paradigmes, parce qu'ils sont tous deux capables d'expliquer les observations, mais ils sont quand même fondamentalement différents l'un de l'autre. L'univers dans lequel on vit est différent si on est dans un scénario ou dans l'autre. Donc, on aimerait bien savoir lequel de ces deux scénarios est correct. Et donc, ce qu'on fait pour ça, c'est de chercher des observations qui nous permettent de discriminer entre ces deux scénarios. Tous les deux peuvent expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Donc, ce n'est pas ça qui va nous permettre de différencier entre les deux scénarios. Donc, il faut mesurer autre chose qui aurait une valeur différente dans les deux scénarios pour qu'on puisse savoir lequel des deux est correct. Et donc, depuis une dizaine d'années, j'ai travaillé avec mon groupe à développer un test qu'on va pouvoir appliquer avec les données à venir, donc les données du satellite Euclide, mais aussi de ces autres instruments, DAISY et le Square Kilometre Array, qui sont DAISY est en train de prendre des données, le Square Kilometre Array est en construction, avec en fait tout un tas de collaborateurs. Et le but de ce test, c'est de comparer la distorsion du temps avec la distorsion de l'espace pour savoir dans lequel de ces scénarios on se trouve. Donc, pour comprendre un petit peu comment ce test fonctionne, il faut comprendre comment la théorie de la relativité générale fonctionne. Donc, la théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Si on regarde la gravitation selon Newton, Newton nous dit que la gravitation, c'est une force qui s'applique entre tous les objets massifs dans l'univers, par exemple entre deux galaxies.
Et c'est cette force qui fait tomber la pomme sur Terre, qui fait tourner les planètes autour du Soleil, mais c'est aussi cette force qui est responsable de la formation des structures dans l'univers, des planètes, des étoiles et des galaxies. Donc ça, c'est le point de vue de Newton. Einstein, lui, quand il a construit sa théorie de la relativité générale, il a complètement bouleversé la manière de voir la gravitation, parce qu'en fait, pour Einstein, la gravitation, ce n'est pas du tout une force, mais c'est une déformation de l'espace et du temps. Donc, une manière de se représenter les choses, c'est de se dire notre univers, c'est comme une immense nappe souple. Et puis, quand on a un objet dans l'univers, comme par exemple la Terre, ça va déformer cette nappe. Ça va faire un creux dans la nappe. Alors, bien sûr, notre univers, il n'a pas deux dimensions, hein, ce n'est pas une nappe en deux dimensions, mais j'arrive pas à dessiner trois dimensions plus une déformation. C'est pour ça que je dessine les choses en deux dimensions. Donc, on a ce creux dans la nappe qui est créé par tous les objets massifs qu'on a dans l'univers. Et puis ensuite, les autres objets qu'on a, comme par exemple la pomme de Newton, ben elle va vouloir se déplacer de la manière la plus droite possible dans cet univers qui a des creux et des bosses. Et donc, la trajectoire la plus droite, c'est simplement de tomber au fond du puits. Donc, dans la théorie d'Einstein, la pomme, elle tombe toujours sur Terre, mais à cause d'une raison complètement différente, pas parce qu'elle est attirée par une force, simplement parce qu'elle suit les déformations de l'espace. De la même manière, on peut expliquer le mouvement des planètes dans la théorie d'Einstein, parce qu'en fait, la Terre, elle est coincée dans ce puits qui a été créé par le Soleil, et donc elle veut aller le plus droit possible, et en fait, aller droit, c'est suivre les bords de ce puits. Donc elle tourne autour du Soleil, à nouveau, non pas parce qu'il y a une force, mais parce que c'est le mouvement le plus naturel dans cet univers qui a un puits. Donc la théorie d'Einstein, elle explique les mêmes choses que la théorie de Newton, mais d'une manière différente. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que la théorie d'Einstein, elle prédit aussi des effets qui n'existent absolument pas dans la théorie de Newton. Et ce qu'elle nous dit, c'est que la présence d'objets massifs dans l'univers déforme non seulement l'espace, mais ça déforme aussi le temps. En fait, le temps passe plus lentement au fond de ce puits gravitationnel que hors du puits gravitationnel. Et si vous avez vu le film Interstellar, c'est quelque chose en fait qui est représenté dans ce film. À un moment, il y a l'astronaute Cooper qui va proche d'un trou noir. Donc un trou noir, c'est un objet très dense et très massif qui déforme très fortement l'espace-temps. Et donc il est sur une planète proche du trou noir et le temps passe beaucoup plus lentement pour lui que pour sa fille qui est restée sur Terre. Donc lui, il passe, je crois, 7 heures sur cette planète. Donc, il vieillit de 7 heures et pendant ce temps-là, sa fille vieillit de 49 ans. Donc, à la fin du film, quand il la retrouve, en fait, elle est plus vieille que lui. Donc, ça paraît un effet complètement fou, un très joli effet de science-fiction, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Et en fait, ce n'est pas le cas. En fait, c'est quelque chose qui est réel, qui a été prédit par la théorie de la relativité générale et en fait qui a été mesuré. Donc, on a mesuré la distorsion du temps, non pas proche des trous noirs, parce qu'on n'arrive pas à aller là-bas, mais on a pu mesurer la distorsion du temps en regardant des montres sur Terre et dans un avion. Donc, dans un avion, on a une certaine altitude par rapport à la Terre, ce qui fait que le temps passe un petit peu plus vite dans l'avion que sur la Terre. Et avec des montres atomiques, on peut mesurer ce décalage de temps entre la Terre et l'avion. Et en fait, aujourd'hui, on a des montres tellement précises qu'on arrive à mesurer la différence de temps entre une montre par terre et une montre à peu près 1 mètre de hauteur. Donc, cette distorsion du temps, elle existe réellement. Et en fait, je vais même aller plus loin, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans des objets qu'on utilise tous les jours, comme le GPS. Pour que le GPS fonctionne, on doit synchroniser des montres sur Terre avec des montres dans les satellites. Les montres dans les satellites sont à une certaine altitude par rapport à la Terre, donc le temps passe un petit peu plus vite pour ces montres-là. Et si on ne faisait pas cette correction, quand on synchronise les montres, le GPS ne fonctionnerait pas. En fait, au bout d'une journée de fonctionnement, on se retrouverait déjà à une dizaine de kilomètres de la position à laquelle on veut aller. Et donc, c'est un effet de la relativité générale qui est utilisé tous les jours. Donc ça, c'était un grand succès de la théorie de la relativité générale, prédire quelque chose qui est inconnu, donc non seulement expliquer les choses qu'on connaît déjà, mais aussi prédire quelque chose de nouveau qui a ensuite été vérifié par les observations. Alors peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on continue à étudier la théorie de Newton à l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas tous à la relativité générale? C'est simplement parce que si on regarde des choses qui se passent sur Terre, si je lance une balle, que je veux connaître la trajectoire de cette balle, je peux le faire en relativité générale, mais je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, les deux théories trouvent les mêmes lois quand on est à petite distance. Et c'est seulement quand on regarde des plus grandes distances qu'on a une déviation entre la relativité générale et la théorie de Newton.
Mais donc, vous voyez que si on veut décrire notre univers, des échelles gigantesques, bien sûr, on doit utiliser la relativité générale et plus la théorie de Newton parce que ça marcherait. OK, donc maintenant, on est tous au clair avec la relativité générale. Revenons à nos moutons. Donc, je vous rappelle, ce qu'on voulait faire, c'est différencier un univers où on aurait la relativité générale qui décrit la gravitation à toutes les échelles et 70% d'énergie sombre, d'un univers où on n'a pas du tout d'énergie sombre, mais les lois de la gravitation sont différentes à grande distance. Et donc, le test qu'on a développé avec mon groupe, c'est de comparer la distorsion du temps et la distorsion de l'espace. Tout simplement parce que dans la relativité générale d'Einstein, si on regarde les distorsions créées par des objets comme des galaxies, on trouve que la distorsion du temps et la distorsion de l'espace sont les mêmes. Il y a la même amplitude dans la distorsion du temps et la distorsion de l'espace. Par contre, si on modifie les lois de la gravitation, de manière assez générique, on crée une différence entre les deux. Dans certaines théories, la distorsion du temps est plus petite que la distorsion de l'espace, dans d'autres, c'est le contraire. Mais de manière assez générale, on a des distorsions qui sont différentes. Alors, ce n'est pas un théorème, c'est tout à fait possible d'avoir une théorie différente de celle d'Einstein dans lesquelles les deux distorsions sont les mêmes, mais ce n'est pas le cas le plus simple. Il faut travailler un petit peu, ajuster les choses pour que les distorsions soient les mêmes. Donc, de manière générale, quand on modifie la gravitation, on rajoute un nouvel élément qui médie la force de la gravitation, et en faisant ça, on change la relation entre la distorsion du temps et la distorsion de l'espace. Et donc ça nous permet de savoir, si on mesure les deux et qu'on les compare, ça nous permet de savoir si la théorie d'Einstein est correcte ou non à grande distance. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment on fait? Donc la chose qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, c'est la somme de la distorsion du temps et de la distorsion de l'espace. Et ça, on le fait au travers d'une méthode qui s'appelle le lentillage gravitationnel. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un sujet vraiment vaste. Je pourrais passer 1 heure juste à vous parler du lentillage gravitationnel, mais l'idée, en fait, elle est assez simple. C'est que si on regarde une galaxie qui est lointaine, et entre cette galaxie et nous, il y a un puits généré par d'autres galaxies, eh bien, la lumière émise par la galaxie lointaine va ressentir cette déformation de l'espace et elle va en fait être déviée par la déformation. Et donc, nous, on va voir la galaxie dans une position différente de là où elle est et aussi avec une forme légèrement différente. Ce lentillage gravitationnel, il étire la forme des galaxies tout simplement parce que les différents photons, la lumière émise par les différentes parties de la galaxie, ne suivent pas exactement la même trajectoire. Et si on fait le calcul, on se rend compte que ces déformations dans la trajectoire, elles sont sensibles à la somme de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très intuitif. Hein. Comprendre que la distorsion de l'espace dévie la trajectoire de la lumière, c'est quelque chose d'assez intuitif. On peut imaginer, par exemple, jouer au mini-golf. Vous jouez au mini-golf, vous avez un petit trou dans votre parcours. Clairement, ça va dévier votre barre. La même chose se passe pour la lumière. Maintenant, comprendre que la distorsion du temps change aussi la trajectoire de la lumière, c'est quelque chose qui est vraiment pas intuitif, mais c'est quelque chose qui découle naturellement des équations. Si on calcule la propagation de la lumière dans la relativité générale, on trouve que c'est vraiment sensible à la somme des deux. Donc, en mesurant ce lentillage gravitationnel, on a une mesure de la somme des deux, et ça, c'est quelque chose qui a été fait par de nombreuses missions. La dernière en date s'appelle le Dark Energy Survey, qui est encore en train d'analyser ces données. Et donc, c'est des mesures qui sont assez spectaculaires, qui sont très intéressantes parce qu'on peut mesurer ces distorsions de l'espace. Mais vous voyez qu'à partir de ça, on ne peut pas faire le test que je voulais faire parce qu'on a seulement la somme des deux distorsions. Donc, il nous faut une autre information. Et donc, le but du travail qu'on fait avec mon groupe, c'est de mesurer la distorsion du temps toute seule. Et ensuite, on pourra faire ce test parce que si on trouve que la somme de la distorsion de l'espace et du temps, c'est 2 fois la distorsion du temps, ben, la seule possibilité, c'est que les deux sont pareils. Et donc là, on pourra dire que la théorie d'Einstein a passé un nouveau test avec succès. Si par contre, on trouve que la somme des deux distorsions est soit plus grande, soit plus petite que 2 fois la distorsion du temps, ça veut dire que les deux sont différentes. Et donc là, on aura démontré que la théorie de la relativité générale ne marche pas à grande distance. Donc, comment on fait pour mesurer la distorsion du temps toute seule? Clairement, on ne peut pas regarder la propagation de la lumière, la déviation de la trajectoire, parce que ça sera toujours sensible à la somme des deux. Donc, il faut quelque chose d'autre.
Alors, une des choses qu'on peut faire, bien sûr, c'est de comparer directement le temps entre deux montres. Hein, ça, on l'a déjà fait, comme je vous l'ai dit, pour des horloges qui sont sur Terre ou dans un avion. Mais vous voyez tout de suite que ce n'est pas une méthode qui va marcher pour mesurer la distorsion du temps à des grandes échelles dans l'univers. On ne peut pas juste envoyer des montres un peu partout et comparer comment le temps passe dans des galaxies qui sont à des milliards d'années de nous. Et donc, il faut qu'on utilise une autre méthode. C'est une méthode qui a été proposée par Eddington en 1924, qui consiste à regarder la couleur de la lumière. Donc, comme vous l'avez certainement observé, la lumière arrive en différentes couleurs. Et en fait, on peut s'imaginer la lumière comme une onde qui se propage dans notre univers. Et comme n'importe quelle onde, comme n'importe quelle vague, on peut lui associer une fréquence qui est liée à l'intervalle de temps qu'on a entre deux crêtes d'eau. Et en fait, la couleur de la lumière est liée à l'intervalle de temps. Plus l'intervalle de temps est grand, plus la fréquence est petite, et plus dans le spectre visible la lumière est rouge, plus l'intervalle de temps est petit, plus la lumière est bleue. Alors, en quoi ça nous aide à mesurer la distorsion du temps? Imaginons qu'on regarde une galaxie qui est située au fond de ce puits et qui émet de la lumière. Donc, le temps ne va pas passer à la même vitesse au fond du puits et hors du puits. Et donc, cette galaxie, elle émet une lumière, disons, de couleur jaune, où l'intervalle de la fréquence, l'intervalle de temps entre deux crêtes est de 1 femtoseconde. Maintenant, l'observatrice qui est sur Terre, hors de ce puits gravitationnel, voit le temps qui passe plus vite qu'au fond de la galaxie. Et donc, elle va voir en fait un intervalle de temps entre deux crêtes qui est plus long, par exemple de 2 femtosecondes. Donc, ça veut dire que l'observatrice va voir la lumière plus rouge que ce qu'elle a été émise à cause de la présence de ce puits. Et donc, en fait, graduellement, quand la lumière s'échappe de ce puits, elle devient de plus en plus. D'une manière aussi de s'imaginer les choses, c'est juste que les photons perdent de l'énergie en sortant de ce puits gravitationnel et donc ils deviennent de plus en plus. Et donc ça nous permet de mesurer la distorsion du temps parce que plus la lumière rougit, plus la distorsion du temps est importante. On a une relation linéaire entre eux. Donc là, on voit, ça devient un petit peu plus facile, on n'a pas besoin d'envoyer des montres partout, on regarde simplement la couleur de la lumière qu'on reçoit aujourd'hui. Et à partir de ça, on peut mesurer l'amplitude de la distorsion du temps. Maintenant, il y a un problème si on fait ça. Ah, pardon. Donc, ça, juste, c'est une chose qui a déjà été faite. Donc, ça a été fait ça a été proposé par Adams en regardant des naines blanches. Il a fait une première mesure qui, en fait, finalement, s'est avérée être dominée par des erreurs systématiques. Mais ensuite, Popper, en 1954, a aussi mesuré cette distorsion du temps liée à une naine blanche. Et là, il a trouvé, ça a confirmé, en fait, la théorie de la relativité générale. Il a mesuré une distorsion du temps qui est en accord avec les prédictions de la relativité générale. Maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est pas mesurer la distorsion du temps pour des objets locaux comme une naine blanche, ni d'ailleurs un objet comme une galaxie. On s'intéresse en fait à des distorsions qui sont liées à ces puits créés par des millions de galaxies. Donc, on veut regarder des puits qui sont extrêmement grands dans notre univers. Donc, des puits qui ont, par exemple, une taille de 50 mégaparsecs. Je rappelle, ça correspond à peu près 10 puissance 21 km ou, si on parle d'années-lumière, 100 millions d'années-lumière. Donc, on peut regarder vraiment des structures énormes dans notre univers. Et la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est parce qu'on s'intéresse à tester la gravitation à grande distance. Donc, il faut regarder ces objets à grande distance si on veut espérer pouvoir voir une déviation ou alors confirmer la théorie de la relativité générale dans un régime où elle n'a pas été testée. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que si on fait ça, on se rend compte immédiatement que cette distorsion du temps, ce n'est pas le seul effet qui fait rougir la lumière. En fait, on a deux autres effets qui font rougir la lumière et qui sont plus grands que l'effet qu'on vient de montrer. Le premier, c'est l'expansion de l'univers. Je vous l'ai dit au tout début, l'expansion de l'univers fait que tous les points dans l'univers s'éloignent des uns des autres. C'est vrai aussi pour une onde de lumière. Donc, au fur et à mesure que la lumière se propage dans notre univers, à cause de l'expansion de l'univers, l'onde va en fait devenir de plus en plus grande. Donc, la longueur d'onde devient de plus en plus grande et la lumière devient de plus en plus. Et cet effet, il est genre 10 000 fois plus grand que l'effet qu'on veut mesurer. Ça dépend bien sûr à quelle distance les objets se trouvent par rapport à nous, mais c'est cet ordre de tout. Ça, c'est la première contamination qu'on a. Et puis, la deuxième, c'est un effet que vous connaissez tous, qui est l'effet Doppler. Donc, vous le connaissez certainement pour le son. Hein, si vous écoutez une ambulance qui s'éloigne de nous, le son est plus grave
que notre ambulance se rapproche de nous. En fait, exactement la même chose se passe pour la lumière. Donc, si on regarde une galaxie qui se rapproche de nous en émettant sa lumière, la lumière apparaît plus bleue que lors de l'émission. Et puis, si on regarde une galaxie qui s'éloigne de nous, la lumière apparaît plus rouge que lors de l'émission. Cet effet dépend bien sûr de la vitesse à laquelle les galaxies bougent, mais typiquement, c'est un effet qui est 100 fois plus grand que l'effet auquel on s'intéresse. Donc, vous voyez qu'on a un problème parce que quand on mesure le rougissement de la lumière, bien sûr, on mesure le rougissement total. Donc, on mesure l'effet de l'expansion plus l'effet Doppler plus celui qui nous intéresse, qui est la distorsion du temps. Donc, on a quelque chose qui est 10 000 plus 100 plus 1, et nous, on s'intéresse au. Donc, il nous faut une méthode pour isoler cet effet. Parce que si on mesure le tout, ben, plus 1, moins 1 par rapport à 10 000, on ne voit pas la différence. Donc, il nous faut une manière d'isoler la distorsion du temps. Et pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On regarde ces énormes puits pour lesquels on est intéressé à mesurer la distorsion du temps. Et puis, on choisit 3 galaxies dans ces puits. Une au fond du puits, une devant, une derrière. Quand on fait ça, on compare ensuite le rougissement de la lumière de ces 3 galaxies. Et quand on fait ça, ça nous permet d'éliminer l'effet dû à l'expansion de l'univers parce qu'il affecte ces 3 galaxies de la même manière. Soit ce puits est très loin de nous, donc il y a une forte distorsion, un fort décalage vers le rouge, un fort rougissement dû à l'expansion de l'univers, mais c'est exactement le même pour les 3. Soit le puits est proche de nous, donc c'est un petit rougissement, mais à nouveau, c'est exactement le même pour les 3. Donc si on regarde la différence entre ces 3 galaxies, eh bien, on peut se débarrasser de l'expansion de l'univers. Donc, on se débarrasse de cet effet qui est 10 000 fois plus grand que ce qui nous intéresse. Ensuite, on doit encore se débarrasser de l'effet Doppler. Et ça, on peut le faire en regardant les différentes symétries de ces effets. Donc, regardons d'abord quel est l'impact de l'effet Doppler sur ces 3 galaxies. Donc, si je prends la galaxie qui est derrière, le mouvement naturel de la galaxie, c'est d'aller au fond du puits. Ça, c'est son mouvement naturel. Et donc, en allant au fond du puits, cette galaxie se rapproche de l'observatrice. Et donc, comme elle se rapproche de l'observatrice, la lumière est un peu plus bleue qu'à l'univers. Si je regarde la galaxie qui est devant la galaxie centrale, elle tombe aussi au fond du puits. Mais cette fois-ci, en tombant au fond du puits, elle s'éloigne de l'observatrice. Et donc, l'impact de l'effet Doppler, c'est de faire rougir la lumière pour cette galaxie. Regardons maintenant ce qui se passe avec la distorsion du temps. Je regarde d'abord la lumière émise par la galaxie qui est devant. Elle s'échappe de mon puits gravitationnel, donc clairement, elle va rougir. Pour la galaxie qui est derrière, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord, elle tombe au fond du puits, donc elle bleuit. Après, elle sort du puits, donc elle rougit. Mais si on veut savoir l'effet total, ce qui compte, c'est la différence entre la hauteur dans le puits et la hauteur à l'observatrice. Et donc, au total, la lumière doit s'échapper de ce puits, donc elle va rougir. Et en fait, elle rougit de la même manière que la galaxie qui est devant. Donc, on voit qu'on a différentes symétries. On a que pour l'effet Doppler, la lumière devant rougit, la lumière derrière bleuit. Pour la distorsion du temps, dans les 2 cas, la lumière rougit. Et donc ça nous donne immédiatement une méthode pour différencier les 2 effets. En gros, on fait la somme de ce qui se passe devant et derrière. En faisant ça, on élimine l'effet Doppler et on renforce d'un facteur 2 la distorsion du temps. Donc ça, c'est l'idée. Bien sûr, en pratique, c'est plus compliqué que ça. On ne fait pas juste des sommes et des différences. On regarde des couples de galaxies, on les corrèle, et puis on regarde une symétrie différente entre les 2 effets. Mais l'idée, c'est vraiment celle-là. On utilise juste la différence de symétrie entre un effet qui est plus grand, dont on veut se débarrasser, et un effet qui est plus petit, mais qui a une symétrie différente. Et ça nous permet d'isoler cette distorsion. Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, non. Donc aujourd'hui, la mesure n'est pas possible. Là, on a essayé de faire la mesure avec les données qu'on a aujourd'hui. On trouve quelque chose qui est compatible avec 0, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de galaxies. En fait, il faut vraiment avoir une énorme quantité de paires de galaxies pour pouvoir se débarrasser complètement de cet effet qui est 100 fois plus grand. Mais on a fait des prédictions. En fait, on a simulé des catalogues de galaxies qui reproduisent l'émission à venir. Et là, dans ces catalogues, on a été capable de mesurer l'effet. Alors, on ne peut rien tester, parce que forcément, on mesure ce qu'on a mis dedans. Donc, on avait mis la relativité générale, on a retrouvé la relativité générale, on est content. Mais ceci nous montre que, en fait, l'émission à venir devrait pouvoir mesurer cet effet.
Donc, le premier, c'est DAISY, qui a déjà commencé à prendre des données il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc, on travaille pour analyser ces données. Ce qu'on espère, d'après nos prédictions, c'est qu'on va pouvoir juste mesurer l'effet. Par contre, la mesure va avoir quand même des grandes incertitudes, ce qui probablement va nous dire que, OK, on peut faire le test, mais on ne va pas apprendre grand-chose, parce que les incertitudes seront tellement grandes que ça va être compatible avec à peu près tout. Ensuite, on va pouvoir améliorer un petit peu les choses avec Euclide, qui va observer les choses à plus grande distance, donc aussi dans un autre régime. Et puis, le Graal pour nous, ça va vraiment être ce Square Kilometer Array, qui est en fait un ensemble d'antennes radio qui va mesurer très précisément la couleur et la position d'énormément de galaxies, de milliards de galaxies. Et d'après nos prédictions, avec ça, on va pouvoir faire ce test. Donc, on va pouvoir mesurer la distorsion du temps, la comparer avec ce qu'on a déjà, la somme de la distorsion de l'espace et du temps, et voir si Einstein avait raison ou pas. Donc, la réponse demain, si vous êtes intéressé là-dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment, Camille, pour cet exposé extraordinaire. Nous avons bientôt maintenant du temps pour les questions. Oui. C'est bon. Je ne vais pas savoir formuler correctement ma question. Je glissais le mot, comme celui de la masse de l'univers. Je pensais qu'elle était intimement liée à la notion de gravitation, d'accélération, de décélération. Savoir on en était de connaissance, de prévention. La quantité de matière qu'on a dans l'univers. Oui, alors on peut mesurer en fait la quantité de matière qu'on a dans l'univers justement en regardant le taux d'expansion de l'univers. Et puis, en fait, de manière plus précise, en regardant les structures dans l'univers. Donc, comment les structures se forment. Plus il y a de masse dans l'univers, plus les structures qu'on va observer, les galaxies, les amas de galaxies, vont être denses. Et avec ça, on peut faire le rapport entre combien on a de matière et combien on a d'énergie sombre. Donc, c'est de là qu'on trouve que pour coller avec les observations, il faut 30% de matière dans l'univers et 70% d'énergie. Ça répond à... D'accord. Donc, j'en étais resté au livre que j'avais lu de cette époque qui me disait que j'avais retenu en tout cas qu'il y avait énormément, une part énorme de matière qu'on ne connaissait pas. Ah oui, oui. Alors il y a ça aussi. Donc ça, c'est un des autres grands mystères dont j'ai absolument pas parlé, qui en fait, c'est 30% de matière. Il y a en fait, disons, il y a 5% qui est de la matière connue, donc la matière qui forme tout ce qu'on a autour de nous, qui forme les étoiles, celle qu'on teste au CERN. Et puis en fait, 25%, c'est sous une forme de matière qu'on appelle la matière noire, qu'on connaît. Donc en fait, c'est toujours d'actualité, on la cherche en fait. Donc il y a des tas de détecteurs qui ont été mis un peu partout pour essayer de trouver cette matière qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais on en a absolument besoin parce qu'en fait, typiquement, si on regarde ce lentillage gravitationnel, donc la déviation de la lumière, c'est directement lié à la quantité de matière qu'on a entre les galaxies et nous. Et en fait, on trouve que la lumière, elle est beaucoup trop fortement déviée par rapport à la matière entre deux qu'on peut voir avec nos télescopes. Et donc, ça, c'est une des manières qu'on a d'inférer la présence de cette matière noire. Mais il y a en fait tout un tas d'autres manières de l'inférer. Donc, cette matière noire, en gros, on est convaincu qu'elle existe parce que gravitationnellement, on la ressent, mais on ne l'a jamais vue non plus. Et on aimerait savoir, donc on pense, c'est quelque chose quand même de moins exotique que l'énergie sombre, dans le sens que ce qu'on infère des observations, c'est que c'est quelque chose qui se comporte comme la matière ordinaire, sous la gravitation, donc probablement une particule avec une masse. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on l'atteste aussi au CERN, par exemple, en faisant des collisions. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver cette matière noire, ou alors en mettant des grands détecteurs très très denses et en espérant qu'il y a une particule de matière noire qui traverse ce détecteur et puis qui fait Et d'autres questions, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai bien lu, c'était très intéressant. Donc, j'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport à les mesures, donc la partie pratique. Donc, vous avez dit, si j'ai bien compris, que les 2 galaxies,
une galaxie qui est au milieu des deux distances. Donc, je suppose que les trois galaxies doivent être plus ou moins le même masse, le même volume, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la première question. La deuxième question, faisons l'hypothèse. Donc, vous voulez faire des tests et des hypothèses, soit expansion par l'énergie noire, ou soit la loi de gravitation, il y a quelque chose encore plus. Disons l'hypothèse, vous trouvez l'un puis l'autre. Vous avez vu le slide là, avec le truc là. Vous trouvez une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai les deux questions. Je répète, Oui. les trois galaxies. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une surprise? D'accord. Donc, en fait, les galaxies en pratique, on fait la chose suivante. Parce que, donc là, j'ai un peu schématisé la chose. Je vous ai dit, on prend une galaxie au fond d'un puits, deux galaxies sur les côtés. En pratique, quand on regarde le ciel, on ne voit pas des puits, on ne sait pas où sont les galaxies, donc on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on sépare les galaxies dans les galaxies les plus lumineuses et les galaxies les moins lumineuses. Les galaxies les plus lumineuses, c'est aussi les plus massives, et elles ont, en moyenne, elles ont tendance à se trouver au fond des puits, dans la partie la plus dense. Et les galaxies les moins lumineuses, elles sont en général en haut des puits. Et ensuite, on corrèle les deux. Et donc, on regarde une galaxie lumineuse, on regarde comment elle se comporte par rapport à une galaxie moins lumineuse derrière et une galaxie moins lumineuse devant. Et c'est là qu'on voit ces différences de symétrie. Donc, les deux qui sont par rapport au troisième sont faits dans le même rapport des lumières. Exactement, oui, okay. Exactement. Donc, c'est ça qu'on fait. Et bien sûr, des fois, les galaxies lumineuses ne sont pas exactement au fond du puits, mais si on fait, c'est pour ça qu'on a besoin de tellement de paires de galaxies, si on fait la moyenne sur toutes les triplets de galaxies qu'on a, finalement, on en revient à mesurer la chose que je vous ai montrée. Okay. Après, pour la deuxième, donc ça dépend de quel test on fait. Si on fait ce test-là, est-ce que les deux distorsions sont les mêmes ou pas? Il n'y a qu'une seule réponse. Soit elles sont les mêmes, soit elles ne sont pas les mêmes. Donc, ça va nous orienter d'un côté ou de l'autre. Disons, si elles sont différentes, là, on a une réponse définitive. On sait que la gravitation, elle n'est pas donnée par la relativité générale d'Einstein. Donc, ça, c'est le cas le plus simple. Là, on est content, on se dit, ah ben, on a démontré que la théorie d'Einstein ne marche pas. Si on trouve que les deux sont les mêmes, on a quand même encore tout un tas de solutions possibles. Soit c'est la relativité générale, soit c'est une autre théorie qui se comporte comme la relativité générale pour le lien entre les deux. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est commencer à tester d'autres choses. Au lieu de tester juste ces choses-là, on peut aussi mesurer, par exemple, la vitesse des galaxies dans notre univers. Et on peut comparer la vitesse avec les distorsions de l'espace et du temps. Et ça nous permet d'apprendre d'autres choses sur la théorie de la gravitation. Donc, vous êtes prêts pour une surprise. On est prêts. Parce que sinon, c'est ça. Oui. On arrive à une partie de la réponse, mais il y a autre chose qu'on n'a pas fait. Tout à fait, oui. Donc là, il faut combiner beaucoup de choses pour pouvoir répondre. Oui, merci pour cette conférence. J'ai une question concernant le décalage vers le haut. Vous dites que l'effet largement réunion du décalage vient de l'expansion de l'espace. Et que si les galaxies qu'on étudie sont issues du même amas, on peut s'affranchir de ce décalage. Je ne suis pas convaincu que si l'amas est grand, vraiment grand, vous dites des amas de plusieurs dizaines de mégaparsecs, l'effet soit vraiment identique pour les différentes parties de l'amas. Il y a une taille qui est non négligeable par rapport à nous. C'est juste. C'est tout à fait juste. À nouveau, j'ai un petit peu simplifié. En fait, ce qui se passe, c'est quand on regarde ces différences de symétrie, le résidual qui resterait, en fait, il s'élimine aussi. En gros, on regarde, si vous voulez, un dipôle. Donc, on prend ces galaxies brillantes. On regarde comment le signal change quand les galaxies moins brillantes tournent autour de la première. Et on a un effet qui est un dipôle. Et ce dipôle-là, il n'est pas du tout affecté par le fait que l'expansion, elle n'est pas tout à fait... Alors, c'est pas vrai, elle n'est pas du tout affectée. Elle est affectée un tout petit peu, mais en fait, l'effet, il est plus petit que les incertitudes qu'on a, et donc on se dit, c'est bon, c'est pas un effet qui va nous contaminer. Mais vous avez raison, c'est pas exactement ça. Je vais m'attacher à quelque chose que je connais, la météo, la machine météo. S'il y a toute matière dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il y a tout qui s'expanserait à une homogène? S'il peut y avoir des chenaux, ça peut aller un peu plus rapidement que l'eau, par exemple. Oui, donc vous avez complètement raison. Les structures qu'on a dans l'univers font qu'en fait, le taux d'expansion, il n'est pas exactement le même partout. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en théorie des perturbations, si vous voulez. On se dit, en moyenne, on a cette expansion.
Et puis après, on a ces puits gravitationnels qui sont créés par la matière. Et bien sûr, à l'intérieur d'un puits gravitationnel, le taux d'expansion ne va pas exactement le même que dehors, parce que le puits potentiel lui-même, il a un impact sur l'expansion de l'univers. Mais l'impact, il est suffisamment petit qu'on puisse traiter, qu'on peut traiter ça comme, si vous voulez, un effet au-dessus. Donc, on a ce taux d'expansion, on a l'effet au-dessus. Ça change localement les choses, mais ça n'impacte pas le taux d'expansion global de l'univers. Et les gens ont essayé quand même de comprendre, de se dire, est-ce que ça pourrait impacter? Est-ce que les structures pourraient être tellement grandes qu'en fait, elles changeraient le taux de l'expansion de l'univers? Donc, on aurait l'impression que notre univers est dans une expansion accélérée, mais c'est juste à cause de cette structure qu'il y a dans l'univers. Ça a aussi été une piste qui a été explorée pendant plusieurs années. Et c'est très compliqué parce que pour ça, il faut vraiment traiter les choses de manière non linéaire. Il faut prendre en compte que les structures, elles croissent de manière non linéaire. Et finalement, ce qui a tranché, c'est assez récemment des simulations numériques où tout a été pris en compte de manière non linéaire. Et les gens ont vu effectivement que ça change un tout petit peu le taux d'expansion, mais pas de manière à pouvoir expliquer l'expansion. Donc finalement, notre manière de penser les choses avec un taux le même partout, plus dessus des petites perturbations, elle marche. Donc, aussi, quand j'ai on a découvert il y a quelques années qu'il y aurait beaucoup plus de petits trous noirs que ce qu'on pensait. Ces galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière, elles peuvent peut-être la lumière peut peut-être rencontrer plusieurs des trous noirs pour arriver jusqu'à nous. Et du coup, avoir un parcours qui est légèrement dévié, qui serait de nouveau une erreur supplémentaire avec votre Alors, donc, en fait, donc on sait qu'il y a des trous noirs dans les galaxies. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est avec des expériences comme LIGO et Virgo, que les trous noirs, on pensait que les trous noirs étaient soit plus massifs, soit moins massifs que ceux qu'on a observés. On a trouvé une population qui ne colle pas vraiment avec la manière dont on comprend l'évolution des trous noirs. Mais ça n'impacte pas vraiment notre connaissance de la matière, dans le sens que c'est juste une population qui est un petit peu différente de ce à quoi on s'attendait. Donc, ça a un impact énorme pour comprendre comment les galaxies évoluent. Donc, les gens se posent des questions comment ces galaxies évoluent, comment ces trous noirs se forment. Mais en termes de cosmologie, ça ne change pas grand-chose, parce que pour la cosmologie, on n'est pas tellement intéressé à ces petites structures. On regarde les choses à grande échelle et on veut savoir la quantité de matière et comment elle est distribuée globalement, mais pas vraiment est-ce que c'est 3 petits trous noirs ou est-ce que c'est un grand trou noir un peu plus massif. Donc ça, on n'arrive pas vraiment à le distinguer en regardant ces trajectoires de la lumière. On peut le faire après avec quelque chose qui s'appelle le lentillage fort, où là, on est plus sensible à ces structures, donc ça pourrait avoir un impact pour ça, mais pas pour le type de mesure que nous. Une question tout au fond. Quelle est la part des travaux de Gaïa justement pour déterminer ces valeurs? Alors, Gaïa regarde plutôt, cartographie en fait les étoiles qui se trouvent à l'intérieur de notre galaxie. Moi, en tant que cosmologiste, ça m'intéresse pas. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, pour nous, cosmologistes, une galaxie, c'est un point dans l'univers qui émet de la lumière et qui est dans une certaine position. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, la structure à l'intérieur de la galaxie, elle ne nous permet pas de répondre à ce genre de questions. Maintenant, elle permet de répondre, bien sûr, à tout un tas d'autres questions. Donc, quand je dis ça ne m'intéresse pas, ça ne veut pas dire que c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'en cosmologie, ça ne nous aide pas vraiment. Ça ne nous apprend pas vraiment de nouvelles choses. Ça nous permet juste de connaître la structure de notre galaxie. Oui, j'ai une question, je ne sais pas si ça correspond, si ça a un rapport avec la question que j'ai posée dans votre recherche. Je me demande si les théories physiques peuvent évoluer avec le temps. Quel cas, les choses différentes de la théorie. Donc, vous dites que la théorie serait différente dans le passé que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut différencier la théorie des éléments qu'il y a à l'intérieur de la théorie. Donc, une théorie, ça va nous dire, par exemple, on a un nouveau champ qui médit la gravitation. Et ça, le fait qu'il y a ce nouveau champ, c'est la théorie. Et puis, on peut aussi dire, la manière dont ce champ évolue est liée à un élément qu'on appelle un potentiel. On décrit ce potentiel.
Après, les éléments de la théorie peuvent tout à fait évoluer au cours du temps, dans le sens que la valeur de ce champ peut changer au cours du temps, le potentiel qu'on a mis peut évoluer au cours du temps, et ça, c'est quelque chose qu'on explore aussi. Tout simplement parce qu'effectivement, on a cette transition entre décélération et accélération, et on se dit, c'est peut-être qu'on a un élément qui se comporte différemment au début de l'univers et plus tard dans l'univers. Donc cet effet dynamique, on le prend en fait automatiquement en compte dans les théories. Les théories, elles permettent aux choses d'évoluer. La seule chose qui n'est pas comme ça, c'est la constante cosmologique. Là, c'est une théorie où on a une constante, et puis elle reste telle qu'elle est, elle n'évolue pas. Et du coup, là, les choses sont fixées depuis le début. Mais pour les autres types de théories qu'on a, en général, on a une évolution. Oui, oui. Parmi les théories que tu as énumérées, il y en a quelques-unes qui génèrent aussi des candidats pour la matière noire. Alors, pas dans celle-là, parce que donc, en fait, il y a eu toute une période où les cosmologistes se sont dit, ah, peut-être qu'en fait la matière noire, elle n'existe pas, de la même manière qu'on dit l'énergie sombre n'existe pas, et peut-être que c'est juste les lois de la gravitation qui sont différentes, hein, qui seraient en fait plus fortes. Donc, on aurait l'impression que la lumière est plus dévie, on a l'impression qu'il manque de la masse, alors que ça serait une théorie de gravitation modifiée. Et il y a eu énormément de recherches là-dessus. Mais ça a été abandonné, en fait, il y a, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, ou quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu moins, à cause de l'observation de ce qu'on appelle le bullet cluster. Donc, en fait, c'est deux amas qui sont entrés en collision l'un avec l'autre et on les observe après la collision. Et en analysant ce qu'on observe dans ces amas, on se rend compte qu'on n'arrive pas à reproduire les observations en se débarrassant de la matière noire et en changeant les lois de la gravitation. Ça marche juste pas. Et donc ça a finalement convaincu, parce qu'il y avait aussi ce débat, est-ce que c'est de la matière noire, est-ce que c'est une particule ou est-ce que c'est de la gravitation modifiée? Et ça a plus ou moins clos le débat dans la communauté, parce que ça a en fait éliminé la possibilité que ce soit de la gravitation modifiée. Donc maintenant, les gens sont convaincus que la matière noire, c'est une particule à cause de ce type d'observation. Mais justement, il n'y a pas une... Je ne sais pas, la seule de il n'y a pas pour ils ne génèrent pas des grandes libertés comme le fait de oui, alors, disons, oui, c'est possible. Donc, parmi ces théories, c'est tout à fait possible d'expliquer aussi, de remplacer la matière noire, mais ça va marcher pour expliquer la courbe de rotation des galaxies, le lentillage, mais pas cette observation des bullet clusters. D'une pierre deux coups, exactement. Ça aurait été super élégant. C'était un peu le rêve, mais du coup, ça marche plus. Il y a donc une question là, oui. Deux questions. Première chose, tu nous as montré tout à l'heure la graphique de Hubble prolongée. Mais si je comprends bien, donc si on le prolonge longtemps, ça marche plus. C'est juste, ouais, exactement, à cause de l'expansion accélérée. Donc, on a une déviation de cette loi linéaire. Et puis, mon autre question, c'était par rapport à cette histoire de puits gravitationnel de galaxies de groupe derrière. Évidemment, j'ai une vitesse thermique de ces galaxies. J'imagine que c'est le Moyen-Âge, peut-être même de s'en débarrasser. Oui. L'ordre de grandeur de cette vitesse thermique, c'est quoi? Alors, ça dépend vraiment de la taille de ces puits. Donc, ces mesures, on peut les faire dans des amas de galaxies. Et l'ordre de grandeur, c'est que c'est 10 puissance moins 3 par rapport à la vitesse de la lumière, donc quelque chose comme 1000 km par seconde. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez grand, mais qui va dans toutes les directions. Et donc, du coup, il faut avoir suffisamment de galaxies pour battre en fait cette vitesse thermique. Si tu vas à plus grande échelle, en fait, cette vitesse, elle devient plus petite parce qu'elle est vraiment liée à la gravitation qu'il y a. Donc, en fait, tu as besoin, en principe, de moins de galaxies pour battre cet effet, mais tu as aussi le puits qui est moins profond. Donc, tu cherches un signal qui est plus petit. Donc, à la fin, il faut quand même aussi beaucoup de galaxies. Mais la mesure dans les amas, elle a déjà été faite, en fait, avec des barres d'erreur encore assez grandes. Mais là, l'effet, il est suffisamment grand pour que cette mesure a déjà été faite avec des techniques un petit peu différentes de ce que j'ai montré. Et nous, c'est plutôt à plus grande échelle qu'on s'intéresse. Parce que finalement, dans les amas, on s'attend à ce que la relativité générale marche plus ou moins, parce qu'on est déjà dans des échelles où il faut commencer à se rapprocher de la relativité générale. Et donc, on cherche vraiment des échelles plus grandes.
Il y a d'autres questions. Oui, encore deux questions. Hein. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Vous dites déjà, par exemple, quand une étoile n'a plus assez d'énergie pour rester allumée, elle explose avec cette énergie et comparable à cette lumière ici, c'est possible. Mais pourquoi n'utilise pas cette énergie pour justement continuer à s'alimenter si elle reste comparable à... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une étoile, il y a de la fusion qui se passe. Tant qu'il y a de la fusion, il y a en fait la pression qui contrebalance l'attraction gravitationnelle. Et donc, l'étoile, là, elle est stable. Et puis, à un moment, il y a en fait toute la fusion qui s'est faite. Donc là, il n'y a plus, l'énergie, elle est plus, il y a plus cette pression à l'intérieur de l'étoile. Donc, l'étoile, elle n'a plus vraiment de pression pour contrebalancer la gravitation. Et c'est là, en fait, que l'étoile, elle se met à se contracter sur elle-même, et puis après, elle explose. Donc, ce n'est pas les mêmes phénomènes qui mènent à cette explosion. Mais ça, ce n'est pas toutes les étoiles qui finissent comme ça. Ça dépend vraiment de la masse des étoiles. Les étoiles qui ne sont pas trop massives, en fait, elles vont se contracter, et puis après, elles vont finir, par exemple, en naine blanche. Certaines, elles peuvent finir dans ce qu'on appelle étoile à neutrons. Donc, en fait, à l'intérieur, il y a des neutrons qui se forment, et on atteint quelque chose qui est stable. Mais par contre, si les étoiles sont plus massives que ça, alors elles continuent en fait à se contracter sur elles-mêmes et elles mènent à ces explosions. Et les étoiles très massives, elles, en fait, le cœur de l'étoile va se transformer en trou noir. Donc, on a tout un tas de futurs possibles pour les étoiles en fonction de la masse qu'on a. Pour ma deuxième question, vous dites que par exemple, la lumière, elle va contourner le bruit pour arriver à la Terre, et ça veut dire que l'espace, c'est, je me toujours dedans, c'était du vide, de la matière, mais aussi du vide. Et du coup, la lumière, elle s'adapte, elle va contourner le bruit, et du coup, là, quand elle contourne le bruit, je ne veux pas juste la traverser. Oui, alors elle peut aussi complètement traverser le puits. Ça dépend vraiment de la trajectoire. Donc, il y a une partie de la lumière. Donc, si j'ai un puits ici, et puis que vous êtes l'étoile, donc la lumière va passer au travers du puits, va descendre, va peut-être faire des interactions, mais aussi passer dans le vide et puis vous rejoindre. Mais par contre, si j'ai le puits ici et que je regarde la lumière qui vient de là, donc la lumière va arriver, puis après, elle va sentir la présence du puits, parce que le puits se trouve entre deux, mais elle va pas il y a une partie de la lumière qui passe pas directement là, qui va être déviée. Donc, ça dépend vraiment de où le puits se trouve par rapport à la lumière qui est derrière. Donc, c'est pas que la lumière contourne le puits. La lumière, elle va le plus droit possible. Et si elle frôle le bord du puits, ça va lui faire changer de trajectoire. Si elle passe loin du puits, rien va se passer. Puis si elle passe au milieu du puits, elle passe au milieu du puits. Du coup, ça veut dire que le puits, c'est une partie de la matière. Alors, dans le puits, il y a de la matière. Donc, ce qui crée le puits, c'est de la matière. Mais ce qui dévie la trajectoire de la lumière, ce n'est pas directement la matière, c'est ce puits. Donc, ça se passe en deux étapes. Il y a la matière qui déforme l'univers. Et puis après, il y a la lumière qui sent cette déformation et qui voyage de la manière la plus droite possible dans un univers où il y a des déformations. Il y a des questions là. C'est par rapport à l'extension de l'univers. Votre question, ça décélère. Vous avez dit que ça se remet à accélérer. Et du coup, depuis qu'on a observé ça, est-ce qu'on peut la théorie du Big Crunch, est-ce qu'elle est encore discutée? Alors, c'est une bonne question. Donc, plus vraiment. Parce que, disons, si ce qui explique l'expansion accélérée de l'univers, c'est une constante cosmologique, alors il n'y aura pas de Big Crunch. Parce qu'en fait, l'univers, il va s'accélérer de plus en plus vite. La constante, elle reste constante, le reste, ça diminue. Donc, on va se retrouver dans un univers où la constante, elle est de plus en plus importante. Et donc, on va avoir une accélération jusqu'à l'infini, de plus en plus grande. Maintenant, si l'énergie sombre, c'est autre chose, si c'est quelque chose de dynamique, du coup, on ne sait pas. Dans certaines théories, l'univers continue à s'accélérer dans le futur, mais dans d'autres, on peut aussi avoir en fait l'énergie sombre qui diminue, puis après, on se retrouve avec un univers qui peut possiblement se recontracter. Mais c'est des scénarios qui sont plus exotiques. Donc, du coup, on a un peu abandonné cette idée de Big Crunch. Ce n'est pas impossible, mais c'est, disons, moins probable que ce qui avait dans la tête des gens avant qu'on ait la preuve que l'univers s'accélère. Bon, deux questions, puis je crois qu'on va s'arrêter. Allez, tout le monde, j'ai une question. Sur la préservation de l'expansion de l'univers,
il y a les forces fondamentales et c'était vraiment une manière différente. Et donc, j'ai une expression de la passion. Ça peut aussi être le cas de cette énergie par la chaleur qui diminue dans l'univers. Est-ce que ça impacte aussi indirectement la gravitation? Est-ce qu'on a déjà fait un moment entre les deux et on a déjà élaboré une théorie qui changeait et qui créait une accélération, une décélération? J'ai pas compris. Un lien entre quoi et quoi? Pardon. Entre la quantité parce que la quantité de chaleur parce que ça s'expande tellement de chaleur par l'espace et la force de la gravitation. Donc, la quantité d'énergie qu'il y a dans l'univers, ce que vous appelez chaleur, c'est aussi, enfin, ce qui compte, c'est l'énergie. La quantité d'énergie qu'il y a dans l'univers, elle a un impact direct sur le taux d'expansion de l'univers. Donc, en fait, au tout début de l'univers, quand il y a plus, les choses sont beaucoup plus denses. Donc, en fait, il y a plus d'énergie. Là, l'expansion de l'univers, elle est plus grande. Et puis, au fur et à mesure que l'univers s'agrandit, il y a une dilution. Et donc, le taux d'expansion, il devient de plus en plus lent. Et ça, c'est l'image qu'on avait en tête avant l'expansion accélérée. Normalement, on devait avoir au début ce Big Bang avec un taux d'expansion qui est plus grand et puis qui décroît au cours du temps simplement parce que l'univers devient de plus en plus vite. Donc, moins il y a de matière dans l'univers, moins il y a d'énergie, plus le taux d'expansion il est. Et l'énergie sombre change ça, nous dit, OK, ça marche durant les 8 premiers milliards d'années, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, on a cette énergie sombre qui inverse la tendance. Je suis là-dessus, si je veux bien. On est d'accord, au tout début de l'univers, il y avait certaines forces fondamentales qui s'étaient développées. Et Oui. dans leur décomposition, dans certains pics, au moment où ces petits là, il y a eu une expansion d'un coup qui a généré, qui a augmenté. Dans quoi? Dans les il me semble que c'est le monde par refroidissement qui descend, après, fait une expansion et une accélération. Alors, vous parlez de l'inflation. Oui. OK, donc l'inflation, ça c'est encore autre chose. L'inflation. Peut-être que l'inflation, elle a créé une accélération et l'expansion accélérée aujourd'hui. L'expansion accélérée. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que les gens ont essayé d'étudier parce qu'effectivement, au tout début de l'univers, on a aussi besoin d'une phase très courte d'expansion accélérée pour expliquer les oscillations. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et les gens se sont dit, oh, on a besoin de cette inflation au début, puis maintenant, vers la fin de l'univers, enfin, là où on observe, on a aussi une expansion accélérée. Peut-être que les deux sont liés. Peut-être qu'on pourrait avoir une théorie qui explique les deux. Mais en fait, c'est extrêmement difficile de faire ça parce qu'il faut avoir un modèle où l'énergie qui créerait l'inflation est important au début. Après, pour une raison mystérieuse, elle disparaît, puis après, elle revient aujourd'hui. Et donc, finalement, ça devient tellement compliqué et peu naturel que les gens se sont dit, ah ben, c'est deux phénomènes distincts. Mais vous avez raison, enfin, l'impact sur la vitesse de l'univers est le même dans les deux cas. Il y avait encore une dernière question là, et après, voilà, on arrêtera la séance. Vous avez parlé de la zone de lave qui s'est déformée. Je ne comprends pas trop le concept parce qu'en fait, quand on est là, un peu comme une boule dans la terre, c'est en fait la boule est se fait attirer par la terre. C'est pour ça qu'il y a des déformations. En fait, je ne comprends pas. S'il n'y a pas de gravité externe à notre univers, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Terre. Oui, vous avez raison. Donc ça, c'est que quand on essaye de faire des analogies, forcément, c'est un petit peu bancal. Donc, dans cette intuition où je dis la nappe, elle est déformée par la matière, effectivement, derrière, j'utilise la gravitation pour expliquer ça. Mais si on prend les équations d'Einstein, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment, les équations d'Einstein nous disent, quand on met de la matière dans l'univers, ça déforme la géométrie de l'univers, mathématiquement. Ça nous donne un lien entre les deux, et on n'a pas besoin de force pour avoir ce lien. C'est des équations qui nous font le lien. Plus on a de matière, plus ces déformations sont grandes. Après, si on veut visualiser les choses, effectivement, on fait cette analogie, et comme toutes les analogies, ça a une limite. Donc, en fait, il faut voir ça comme un peu une image pour se représenter les choses, mais la chose correcte, c'est les mathématiques qu'il y a derrière. Je comprends la la nappe, la nappe, ça vous compte. Ok, je pense qu'on arrive à la terme de cette soirée. J'aimerais vous remercier pour de nombreuses questions que vous avez données. Je pense que c'est une démonstration de l'excellence pédagogique du professeur Thomas. On peut maintenant applaudir Isabelle.
Bravo. Parce que je pense que vous avez fait une conférence avec les équations qui reprennent tous les alphabets latin et grec, se sont présentées une seule. Ça me rassure parce que ça. Merci beaucoup. Voilà. Le mercredi 25 juin, ce pauvre Einstein sera de nouveau mis à rude épreuve, mais cette fois-ci, on ira un petit peu plus loin avec Nicolas Chisin qui viendra nous parler de sciences quantiques. C'est une conférence qui aura lieu dans le cadre du 100e anniversaire de la découverte des sciences quantiques mécaniques. Donc, nous attendons de vous toutes et tous ce mercredi-là. Et puis, juste pour information, on commencera la soirée avec la remise des prix SDSN. Ils sont remis voilà, aux gymnasiens du canton. Et voilà, une brève présentation de la part des lauréats. Voilà, nos conférences sur la biodiversité, une sortie avec l'Union Baudouin des sociétés scientifiques également à Valorges en octobre. Et puis, on aura voilà, 6 novembre, conférence sur les fantastiques. Le 20 novembre, également la conférence académique. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces activités sur le site internet de la DSM. Merci beaucoup.